On commence cette 4e saison avec une semaine spéciale, les nouvelles explorations. Comment les sciences partent-elles explorer physiquement de nouveaux horizons? Aujourd'hui, premier épisode, comment explorer le cosmos. Il suffit d'observer les visages des spationautes pour comprendre combien le corps est mis à rude épreuve en apesanteur. En zéro gravité, les fluides corporels se réorganisent. Les muscles et le squelette ne sont plus sollicités. Et pour les séjours de longue durée, il faut aussi faire avec l'exposition aux radiations. Avec Mars dans le viseur, il faut imaginer un voyage de plusieurs mois au milieu du vide spatial, dans l'obscurité totale, avant de pouvoir espérer poser un pied au sol. Comment étudier les effets de la microgravité sur le corps humain et comment les astronautes se préparent-ils à cet environnement extrême ? Nouvelle exploration, l'espace à bras-le-corps. Guillemette Gauquelin-Corre, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des sciences de la vie et de la médecine spatiale au CNES et vous avez largement contribué à la mise en place et à la coordination d'études de physiologie spatiale depuis la Terre ferme. Nous sommes également en ligne avec Hervé Stévenin, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour Guillemette. Bonjour, vous êtes ingénieur aérospatial et instructeur d'astronautes au Centre européen des astronautes de l'ESA pour les sorties extravéhiculaires et les vols paraboliques. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et merci à vous d'être là pour notre rentrée pour cette 4e saison. Toujours en direct, et en direct ou à toute heure, en podcast. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur le feed podcast de l'appli Radio France, mais aussi sur Blue Sky, sur notre compte @ScienceCQFD. Alors, quels sont les problèmes métaboliques rencontrés dans l'espace? Comment les contrecarrer? Et pourquoi cette science concerne aussi les terriens? Nous sommes ensemble 1 heure pour répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, que se passe-t-il quand un corps humain se retrouve en apesanteur? La question est posée à notre Thomas Pesquet national. Le retour sur Terre, c'est un peu difficile, il faut se réhabituer à la gravité. On a flotté de manière légère dans la station spatiale et puis quand on revient au sol, chaque mouvement est un peu pénible. Je l'ai vécu essentiellement vendredi en fait, en sortant de la capsule et là on se rend compte à quel point la gravité c'est une force. J'avais l'impression d'avoir des élastiques accrochés au bras ou un aimant gigantesque qui me coûtait dans chaque mouvement. Quand je penchais ma tête sur le côté, j'avais l'impression qu'elle allait basculer. Les 4 kilos de poids de la tête, j'ai pas eu à les porter, les muscles de mon cou n'ont pas eu à les porter pendant 6 mois, donc tout ça c'était difficile et puis très rapidement on se remuscle ici au centre des astronautes. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on est là. Il faut faire attention à la santé parce que par exemple les muscles qui maintiennent la colonne vertébrale sont un peu atrophiés, on n'a pas eu besoin de se tenir droit, donc aujourd'hui on est susceptible d'avoir des problèmes de colonne vertébrale si on ne fait pas attention, donc on a de la rééducation avec des kinés qui sont là pour ça. Parfois il y a des changements sur la vision, mais moi j'ai fait tous mes tests de vision hier et j'ai la chance de ne pas avoir de changement du tout, donc ça je suis très content. On est exposé à un peu plus de radiation aussi dans l'environnement de la station spatiale. On n'est pas protégé par les ceintures de Van Allen ou l'atmosphère. Mais au total, c'est des doses de radiation assez raisonnables. Il ne faudrait pas passer 10 ans de sa vie dans la station spatiale. Je pense que ça ferait beaucoup. Le retour, on est sous 4G et demi à peu près, donc 4 fois et demi la force de l'apesanteur. Donc on a vraiment l'impression d'avoir une vache écrasée sur la poitrine. Et après 6 mois dans l'ISS, encore une fois, c'est difficile. La capsule vibre dans tous les sens. L'ouverture du parachute, c'est violent. La rentrée thermique, quand le bouclier thermique s'échauffe, c'est feu d'artifice. L'atterrissage, c'est vraiment un crash en voiture avec des tonneaux sur l'autoroute. La capsule a roulé. Même si on était, nous, vraiment strappés dans notre siège, avec tout était attaché, il y a beaucoup de choses qui ont volé dans la capsule, donc assez violent. Mais au final, quand la capsule s'ouvre, qu'on voit des têtes connues, qu'on a l'odeur de l'herbe, de la steppe, et tout recommence c'est un influx d'informations vers le cerveau. Voilà Thomas Pesquet qui vient d'atterrir le 8 juin 2017 d'Envoyé spécial sur France 2, Guillemette Gauquelin-Corre. Voilà, on l'entendait, la liste des conséquences est assez lourde et assez longue. Un séjour dans l'espace, ça veut dire que l'addition est salée pour le corps? Oui, l'addition est assez salée pour le corps. Mais, tout est réversible en fait. En fait, c'est similaire aux effets que les personnes âgées peuvent avoir ou les gens qui ne font pas d'exercice physique. En fait, un astronaute, c'est quelqu'un qui vieillit rapidement puisqu'il ne fait absolument aucun exercice physique à part les 2 heures d'exercice dans la station. Donc effectivement, il y a des perturbations au niveau cardiaque. Il y a un déconditionnement cardiovasculaire puisque le cœur n'a plus besoin de faire son travail de pompe, puisqu'il ne travaille plus en fait, puisque les muscles ne travaillent plus, donc il ne modifie pas son rythme cardiaque par rapport aux muscles. Il y a également une ostéoporose. On a une perte de calcium osseux, on a une perte de la densité minérale osseuse, exactement comme les personnes arrivées à 60-70 ans qui ne font pas d'exercice musculaire.
On a des perturbations de la perception, puisqu'on n'a plus de repères, en fait. On ne sait plus où est le haut, le bas, la droite, la gauche, puisqu'on vole, en fait, par rapport au sol. On a donc une atrophie musculaire, puisqu'on ne se sert plus de ses muscles. On a des troubles métaboliques. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans la société actuelle, ce qu'on appelle le foie gras. En fait, il y a une certaine perturbation au niveau des lipides et des glucides qui sont stockés dans des organes qui n'ont pas lieu de recueillir les lipides et les glucides. On a également des troubles sociaux. Mais actuellement, avec la Station spatiale internationale, il y a beaucoup moins de troubles sociaux qu'à l'époque de Mir, par exemple, puisque l'équipage est mixte et est international. Alors qu'à l'époque de Mir, c'était simplement 2 astronautes russes et un Européen de temps en temps, ou 3 astronautes russes. Donc il y avait beaucoup plus de troubles sociaux. Et on a, voilà, en gros, c'est à peu près ça. On a une dépense énergétique qui est diminuée, donc qui a augmenté. Donc en fait, on perd du poids, mais tout est réversible. Il y a simplement les problèmes qui poseront un problème pour Mars, c'est l'ostéoporose, puisqu'on se rend compte que 18 mois après un vol spatial de 6 mois, l'organisme n'a pas complètement récupéré son capital osseux. En fait, c'est essentiellement au niveau des travées osseuses qu'il y a encore une petite perturbation, mais sinon tous les autres organes ont récupéré leur potentiel du départ. Oui, donc faire l'expérience de l'espace, c'est aussi faire l'expérience du grand âge avant l'heure. Exactement, c'est l'expérience du grand âge avant l'heure, des personnes sédentaires. Hervé Stévenin, on entendait également Thomas Pesquet dire il ne faudrait pas passer plus de 10 ans à bord de l'ISS. Oui, Ça, euh, justement, si on doit imaginer un vol, un séjour aussi long, ça laisse, ça laisse imaginer un corps de spationaute assez dégradé, on imagine. oui, mais comme l'a mentionné Guillemette, il y a un impact important sur la physiologie et sur les capacités du corps. Tel que c'était bien décrit, on se doute bien que si ça devait durer plus d'un an, 2 ans, 3 ans, et ça va être le problème pour Mars, mais si ça durait plusieurs années, on aurait du mal à réhabituer le corps à la planète que l'on essaierait d'atteindre au bout de cette longue distance. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. C'est bien de se projeter dans 10 ans, mais euh, c'est pas réaliste dans l'état actuel des choses. Nous, au Centre européen au Centre des astronautes européens de l'Agence spatiale européenne à Cologne, on entraîne les astronautes pour leur mission. On est conscient des difficultés physiologiques et des impacts du travail en apesanteur. C'est pas vraiment couvert par notre programme. Nous, notre tâche, c'est de les entraîner aux activités qu'ils vont faire, de les habituer, par exemple, à la pesanteur à travers les vols paraboliques, de manière à ce qu'ils ne soient pas surpris, qu'ils puissent maîtriser très vite cet environnement qui est assez déroutant et assez exceptionnel. Et ensuite, on les entraîne, les agences spatiales les entraînent pour travailler dans la station. Après, c'est à eux de se maintenir en forme pendant leur séjour en orbite. Et comme l'a mentionné Guillemette, ils font tous les jours 2 heures de sport obligatoire pour stimuler les muscles, stimuler les os, de manière à limiter cette dégradation musculaire et de résistance osseuse, de densité osseuse qu'il peut y avoir sur un vol longue durée. Guillemette Gauquelincourt, justement, ces exercices que l'on voit, hein, ces 2 heures de vélo, enfin, d'activité physique pour les astronautes, est-ce que c'est suffisant justement pour un corps mis dans ces conditions-là? Donc, je voulais simplement mentionner, Oui. en fait, le maximum de temps resté dans la station. C'est Polyakov, dans l'ISS, dans le Mir, qui a fait 18 mois, en fait. Mais il est revenu, il était quand même encore en bonne forme, on va dire. Donc, 18 mois, c'est encore bon. En ce qui concerne, justement, pour essayer de contrecarrer tous ces troubles induits par un vol spatial, on essaie de trouver ce qu'on appelle des moyens prophylactiques. Et c'est essentiellement là-dessus qu'on travaille au sol, avec nos expériences d'immersion sèche et de bed rest, pour essayer de contrecarrer, justement, tous ces troubles induits par un vol spatial. Donc en fait, les exercices, non, 2 heures d'exercice, c'est pas suffisant. On le sait, c'est comme si vous restiez couché 22 heures. Donc en fait, c'est quand même très très peu, parce que tout le reste du temps, ils ne se servent absolument de rien, ni des muscles, ni des os, ni du cœur, etc. Donc en fait, on essaie de trouver des moyens prophylaxiques qui peuvent agir sur tous les organes. Parce que pour l'instant, l'exercice musculaire agit essentiellement
sur les muscles, un peu sur l'os et un tout petit peu sur le cardiovasculaire, mais très peu sur les problèmes métaboliques. Donc en fait, on essaie de faire, d'essayer de tester des cocktails, par exemple, avec différentes molécules pour voir si effectivement on peut améliorer les problèmes métaboliques. On essaie également de faire de l'hypergravité, mais l'hypergravité, c'est pas possible en vol, parce qu'il faudrait amener une centrifugeuse et c'est quand même un très très gros instrument. Donc en fait, c'est quand même le problème qu'on rencontre depuis 20 ans, 40 ans qu'on fait des vols spatiaux, c'est quand même de trouver des moyens prophylactiques qui peuvent contrecarrer tous ces problèmes-là dans la vue d'un voyage vers Mars, parce que pour l'ISS, ça pose pas de problème. Et on verra évidemment dans le détail quelles sont ces contre-mesures, ces moyens prophylaxiques. Mais d'abord, Hervé Stévenin, on entendait également la Thomas Pesquet décrire que représentait un atterrissage. On vient de décrire un certain nombre de désordres métaboliques qui se passent là-haut. On peut aussi rappeler quelles sont les conditions que vivent les astronautes qui atterrissent, qui reviennent sur Terre au contact de la gravité. Oui, mais comme l'a bien mentionné Thomas, ce retour à la gravité est extrêmement intense parce que avoir vécu pour 6 mois ou plus en apesanteur, en absence de sensation de son poids, lorsque cette sensation réapparaît, elle est multipliée par 10, voire multipliée par 50. Et en plus, ils sont dans une phase d'hypergravité puisque c'est pendant la rentrée, donc ils ne sont pas uniquement soumis à la gravité terrestre standard du fait du freinage. Donc c'est extrêmement, extrêmement difficile. C'est exactement comme si des kilos étaient, ou ils m'enchaînaient des élastiques, mais si des kilos étaient accrochés au bras, à la tête, quand les astronautes penchent un peu la tête sur le côté dans leur capsule en retour ou arrivés sur Terre, ils ont l'impression que la tête va basculer et que le cou ne sera pas capable de la redresser. Donc c'est extrêmement intense. En plus, il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de chocs avec l'ouverture des parachutes, le choc de l'atterrissage. C'est assez violent, mais bon, ils sont entraînés, ils sont habitués, ça fait partie de leur métier. Guillemette Gauquelin-Corre, justement, sur ces risques qui peuvent survenir au retour. On a les risques du retour hein, lors d'un atterrissage et même après. Alors en fait, si vous voulez, ce qui est l'image la plus parlante, on va dire, d'un retour de vol spatial, c'est quand la navette atterrit et qu'on voit que l'astronaute ne peut pas sortir tout seul de la capsule. Effectivement, si vous voulez, quand vous êtes en apesanteur, vous avez à peu près 1 litre de sang qui monte dans la partie supérieure du corps, puisque le corps n'a plus besoin de sang dans la partie inférieure. Et ce litre de sang est coincé, en fait, et piégé dans la partie supérieure du corps. Et sitôt que l'astronaute re-rentre en hypergravité ou en gravité normale, ce litre de sang qui est piégé redescend de façon très brutale dans la partie inférieure du corps, ce qui provoque ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. C'est pour ça que l'astronaute, en fait, ne peut pas se maintenir seul en sortant de la capsule, qu'il a besoin d'aide. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus marquant, en fait, quand on voit l'atterrissage des astronautes. En ce qui concerne la perception, effectivement, on a des petites billes, on va dire, dans les oreilles qui vous permettent de regarder, de voir à peu près où vous êtes. En fait, ces billes ne sont plus du tout utiles dans la station. Donc en fait, elles reviennent à nouveau utiles quand on atterrit. Donc en fait, c'est 3 ou 4 systèmes comme ça qui reviennent très brutalement en pesanteur et qui perturbent vraiment l'organisme humain. On a aussi des troubles d'acuité visuelle. On a également les troubles visuels. Alors, les troubles visuels, on s'en est aperçu il y a quelques années, en fait, parce que les astronautes ne disent pas tout ce qu'ils ont comme troubles, parce qu'en général, ils veulent repartir, donc on l'a su un peu incidemment. Effectivement, on sait qu'il y a une atteinte ophtalmique, il y a une augmentation de l'épaisseur de la gaine du nerf optique, et en fait, certains astronautes se plaignent de perdre 2 ou 3 dioptries à la suite d'un vol spatial. À peu près 60%. Là, on évoque la santé des corps, Hervé Stévenin. On l'a évoqué très rapidement, la santé des corps, mais il y a aussi la santé mentale qui est mise à rude épreuve là-haut. Oui, mais on est dans des conditions qui sont quand même beaucoup plus favorables que pour les missions qui ont eu lieu il y a 20 ou 40 ans. Les astronautes sont effectivement dans un espace confiné, la station spatiale, mais c'était un volume considérable. En plus, le fait qu'on puisse travailler en apesanteur augmente considérablement la capacité d'évoluer à l'intérieur. Ils sont en contact permanent avec différents centres de contrôle, à Houston, à Moscou, en Europe ou au Japon. Ils ont la possibilité, ils ont une sorte de liaison Internet, ils peuvent communiquer avec leur famille quand ils ont envie. Donc il n'y a pas vraiment ils sont isolés, mais il y a beaucoup de moyens qui sont mis à leur disposition
pour leur faciliter la vie en orbite. Et puis, ils travaillent en équipage, en cohésion. On les entraîne avant, pendant 1 an et demi, dans le même équipage. Donc, ils s'entraînent avec les gens avec qui ils vont voler, de manière à créer une cohésion avant le départ. Donc, c'est beaucoup plus... C'est pas très difficile comme environnement. Ça l'était beaucoup plus du temps de la station Mir ou des missions précédentes de longue durée, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'Internet à bord, il y avait pas les seules communications se faisaient lorsque la station passait au-dessus des stations, des antennes sol qui se trouvaient sur le territoire russe. Donc c'était quelques dizaines de minutes par passage et pas forcément à tous les passages. Donc la communication était beaucoup plus difficile. Ils sont quand même moins isolés maintenant qu'ils ne pouvaient l'être il y a 40 ans. Guillemette, En fait, au point de vue isolement, les astronautes vous diront tous que ce qui les rattache à la Terre, c'est de voir la planète Terre en permanence. En fait, ils tournent en permanence, ils la voient 16 fois par jour, etc. Et je pense que c'est ça qui sera beaucoup plus dur pour les voyages lointains, où là, ils seront rattachés à rien. Or, quand on est rattaché à sa maison mère, on est quand même déjà plus à l'aise. oui, son contact visuel avec la Terre. Voilà, le contact visuel avec la Terre, il n'y a rien de mieux. Alors, on comprend bien hein, les défis, le défi que représente l'exploration spatiale. Alors, comment contrecarrer les effets néfastes de la microgravité sur la physiologie humaine à court terme et à long terme? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Guillemette Gauquelin-Corre et Hervé Stévenin. On commence notre 4e saison avec un nouveau feuilleton sur les nouvelles explorations. Aujourd'hui, comment explorer physiquement le cosmos. On vient de voir comment le corps est mis à rude épreuve dans l'espace. Maintenant, parlons des entraînements. Hervé Stévenin, vous entraînez des astronautes depuis plus de 30 ans. Vous avez vous-même une formation d'astronaute finalement. La première partie de l'entraînement, c'est peut-être la plus importante. Elle est d'abord intellectuelle, c'est-à-dire qu'il faut assimiler un vaste champ de connaissances. Oui, c'est exact. Donc, quand un astronaute est sélectionné par une agence spatiale, comme par l'Agence spatiale européenne, la première année, ou pendant 1 an et demi, ils passent à travers ce qu'on appelle un entraînement de base, qui est un entraînement dont le programme est commun entre les différentes agences spatiales. Et c'est un entraînement où ils passent quasiment tout leur temps en salle de classe. C'est un petit peu comme à l'université ou dans une école en formation. Où ils abordent, on leur présente ils vont acquérir des connaissances sur les systèmes spatiaux, les systèmes de station, l'électronique, la médecine, la biologie, ainsi de suite. Je dirais tous les thèmes qu'ils vont avoir abordés au cours de leur carrière. Et ça se passe essentiellement en salle de classe. Il y a quelques entraînements, comme ceux qu'on peut faire en piscine chez nous, pour l'entraînement en préfamilialisation sortie circulaire, ou l'entraînement en survie en mer, ou en survie en montagne, qui sont un peu plus exaltants et intéressants parce qu'ils sont dans l'action. Le reste du temps, c'est principalement en salle de classe. Ça dure 1 an et demi, à l'issue de quoi ils sont certifiés en tant qu'astronaute. C'est ce qui est arrivé en avril 2024 pour Sophia Deneau et ses collègues qui avaient été sélectionnés par l'ESA. Auparavant, ils sont des candidats astronautes. Ensuite, à partir de là, en tant qu'astronautes, ils sont dans la phase d'attente d'affectation de vol. Ou bien ils sont affectés directement, comme Sophie, ou alors ils sont en attente, comme Sophie Adno, Sophie Adno, évidemment, ou ils sont en attente comme d'autres, comme Marco Zieber, Rosemary Coogan ou Pablo Alvarez. Et pendant cette phase, ils continuent leur entraînement. On essaie de les spécialiser dans différents domaines. Mais une fois qu'ils sont affectés à un vol, ils ont en grosso modo 1 an et demi pour se préparer à maîtriser l'ensemble des systèmes de la station, les expériences qu'ils vont devoir faire, les sorties extraculaires, l'opération du bras robotique, toutes les activités qu'ils vont devoir faire. Et ça nécessite des compétences assez importantes en termes d'acquisition de connaissances. Il y a une somme énorme de données qu'ils vont devoir absorber, qu'ils vont devoir maîtriser, pas forcément connaître par cœur, mais ils doivent être capables, dans cette immensité d'informations qui peuvent leur être présentées, de retrouver à partir de ce qu'ils ont appris les informations qui sont nécessaires pour faire de l'analyse technique ou scientifique. Et ça prend du temps.
Et c'est pour ça qu'on demande au recrutement d'astronautes d'avoir au moins un niveau master, parce qu'on sait que les étudiants qui ont atteint ce niveau-là ont déjà développé ce type de capacité de, de, de ne pas se noyer dans une quantité importante d'informations et de pouvoir analyser et utiliser les connaissances à bon escient. Donc, c'est l'étape importante. C'est pas très glamour, c'est ce qui est un peu passé sous silence parce qu'on présente souvent les astronautes dans des activités vol parabolique, entraînement piscine, entraînement survie, qui sont assez impressionnantes du point de vue médiatique. Mais 90% de leur temps, c'est en classe et puis avec du matériel à maniper, à apprendre. Ils prennent des notes, le soir ils rentrent chez eux, ils révisent, et ainsi de suite. Donc ça, même y compris le week-end, une fois qu'ils sont en préparation de mission. En ce moment, Sophie Adno et Raphaël Liégeois qui sont en préparation, et ils n'ont pas vraiment de temps de libre pendant cette préparation. Voilà, on a 90% de salles de classe. Vous évoquez la piscine à Cologne, une piscine dans laquelle on a recréé une mini-station spatiale. Alors, Hervé Stevenin, quel est l'avantage d'un entraînement dans l'eau par rapport à l'entraînement en vol parabolique, par exemple? Alors, l'entraînement dans l'eau est intéressant parce que c'est ce qu'on a de plus proche des conditions qu'on peut avoir en apesanteur sur de la longue durée. Si on veut avoir de la pesanteur réelle, on va en vol parabolique, comme dans l'Airbus A310 qui est opéré par Novespace et avec qui l'Agence spatiale européenne, le CNES et l'Agence spatiale allemande collaborent pour faire des expériences scientifiques à bord. Mais on l'utilise aussi pour entraîner les astronautes. Par exemple, dans 15 jours, je vais entraîner les astronautes du groupe de réserve de l'ESA en vol parabolique, comme je l'ai fait pour les astronautes qu'on a sélectionnés et qui ont été entraînés en avril 2024 à Bordeaux. Donc là, quand on est dans cet avion, on a des séquences de paraboles, mais qui ne sont que de 23 secondes de durée. Donc c'est bien pour accumuler des données pour des expériences scientifiques, c'est bien pour accumuler des données en termes de sensations, mais pour simuler une sortie extravéhiculaire de 6 heures, on comprend bien que ça ne colle pas. Donc c'est pour ça que les agences spatiales qui préparent des sorties extravéhiculaires ou qui entraînent les astronautes en sortie extravéhiculaire utilisent l'environnement d'immersion. Alors tout plongeur connaît un peu ça. Lorsqu'on a son poids qui nous attire vers le fond, qui est équilibré par la poussée d'Archimède qui nous pousse vers le haut et qui dépend du volume qu'on occupe, eh bien on peut se retrouver à flotter au milieu de l'eau comme on flotterait dans l'espace. Évidemment, il y a la résistance de l'eau, mais comme en sortie extravéhiculaire, les mouvements sont lents, cette résistance peut être négligeable dans l'apprentissage que l'on fournit aux astronautes. C'est pour ça qu'on les immerge comme ça. Donc, ils sont entraînés en scaphandre à Houston, dans le bassin NBL de la NASA. Et ici, au Centre européen des astronautes, on a un bassin de 10 mètres de profondeur dans lequel on émerge une petite simulation de station spatiale avec un sas de sortie, des modules pour se déplacer sur des chemins compliqués et des zones de travail. Et c'est un programme de préfamiliarisation où on équipe les astronautes, comme l'ESA n'a pas encore développé de scaphandre spatial, on équipe les astronautes comme s'ils étaient en scaphandre. Donc ils ont un masque qui limite la visibilité, ils ont les gants de sortie extravéhiculaire, ils ont les outils et les sangles placés devant eux et attachés aux mêmes endroits que ce qu'ils vont avoir sur leur scaphandre. Donc ça leur permet de mémoriser tout ça. Et on les entraîne sur les règles d'engagement de la sortie extravéhiculaire, c'est-à-dire les choses qu'il faut faire ou qu'il faut éviter pour être toujours en sécurité. On ne veut pas se perdre dans l'espace comme dans le film Gravity, ou perdre des objets qu'on ne pourrait pas utiliser pour faire le travail convenu et qui vont revenir croiser l'orbite de la station comme un projectile et mettre la vie des astronautes en danger. Et puis on veut aussi être efficace, c'est-à-dire ne pas s'en mêler en allant trop vite et passer du temps à résoudre des problèmes qu'on se serait causés soi-même. Et la NASA est très exigeante là-dessus. Quand les astronautes s'entraînent à Houston, ils sont évalués avec des notes, comme Comme à peuvent être l'école. évalués des élèves ou des étudiants. Ah pardon, je ne voulais pas vous interrompre, Oui, Hervé Stevenin. Néanmoins, je vois Guillemette Gauquelin-Corre qui souhaite Alors, je réagir et voulais, je voulais compléter. juste rajouter au discours d'Hervé, en fait, il faut aussi dire, moi je fais le côté science, qu'il y a énormément d'expériences scientifiques qui sont faites dans la Station spatiale internationale par les astronautes. Thomas Pesquet et Sophie Anno fera également entre 160 et 200 expériences scientifiques. C'est-à-dire que ces expériences qui font
pour l'ensemble de la communauté scientifique internationale, c'est-à-dire aussi bien pour la NASA que pour l'ESA, que pour les Japonais, etc. Et en fait, c'est grâce à ces expériences-là qu'on a des retours sur comment l'organisme humain se comporte en apesanteur, au point de vue cardiovasculaire, musculaire, osseux, etc. Donc, il ne faut pas oublier cette partie-là qui est quand même très importante et qui prend quand même beaucoup de temps également aux astronautes, parce qu'une astronaute comme Sophie Anno n'a pas l'habitude de faire une échographie. Il va falloir qu'elle apprenne à faire des échographies, à regarder comment se comportent ses muscles, etc. Donc en fait, il y a aussi une grande partie à ce niveau-là qui est consacrée à l'entraînement pour les astronautes. Voilà, parce qu'en effet, on a des ingénieurs qui sont donc entraînés à effectuer des gestes, des expériences de biologie, par exemple, Voilà. en apesanteur. Hervé Stévenin, là, on évoque l'eau. Il y a aussi ce module, la station Aquarius, qui est située à 1 heure de bateau de la côte, du côté de la Floride, dans les eaux de l'Atlantique. Et c'est un laboratoire sous-marin habitable situé à 20 mètres sous les eaux. On a donc Oui, alors, on les appelle les aquanautes, d'ailleurs, de la mission Nemo. oui, tout à fait. Donc, je connais bien puisque j'ai été membre d'équipage de la mission Nemo 19 en 2014. J'ai eu la chance d'y participer avec un astronaute américain, Randy Bresnik, qui avait déjà volé et fait une sortie extravéhiculaire. Andreas Mogensen, mon collègue astronaute de l'ESA, qui est actuellement chef du groupe exploration humaine dans la direction exploration robotique humaine de l'ESA. Et il y avait aussi Jeremy Hansen, astronaute canadien, qui est actuellement qui est affecté au vol Artemis 2, donc qui va voler autour de la Lune très bientôt. Donc au sein de cet module Aquarius, au départ, l'idée c'est pas d'entraîner les astronautes, mais c'est d'utiliser les connaissances des astronautes pour analyser des évolutions d'opérations ou comment on pourrait faire les choses pour des missions d'exploration future. Dans notre mission, on simulait que nous étions sur la planète Mars avec un délai de communication de 10 minutes. Et la NASA essaie de mettre en place des procédures, des façons de travailler, et on contribue à ça pour voir comment on pouvait optimiser, par exemple, des expériences qu'on ferait à l'intérieur avec ce délai de communication ou des sorties extravéhiculaires, comment on pouvait être efficace en sortie extravéhiculaire et en communiquant avec un centre de contrôle de cette manière. Et donc, le retour d'expérience des astronautes pour ces missions et pour ces simulations de mission était très intéressante pour préparer le futur. Mais ça a un autre avantage, c'est que comme c'est un espace confiné, c'est un espace dans un environnement plus ou moins dangereux. Lorsqu'on est à l'intérieur, la pression du module et la pression ambiante, c'est-à-dire qu'on est à quasiment 3 bars de pression. Le corps, au bout de quelques heures, est saturé d'azote. Si on remontait à la surface immédiatement, on créerait une embolie, des bulles qui se déplacent dans le corps, des bulles d'azote, et ce serait la mort assurée. Il y avait des risques comme dans la station, les 3 risques standards, dépressurisation, à ce moment-là, le module se remplit d'eau, feu à bord ou atmosphère contaminée, avec des procédures d'urgence. Et puis quand on sort à l'extérieur, en sortie extravéhiculaire, ce sont les membres d'équipage, les autres astronautes qui vous équipent, et on remet un peu notre vie entre leurs mains, et c'est ce qui se fait le lendemain. Le lendemain, c'est nous ils mettent leur vie entre nos mains pour la préparation, parce que si on prépare mal, si on n'est pas précis avec les procédures, eh bien, ça peut tout de suite devenir dangereux. Voilà, on Et est presque. le fait d'être isolé aussi à 1 heure de bateau au fond de l'océan, où personne ne peut venir nous voir pendant la nuit, voire des jours quand la météo n'est pas bonne, eh bien, ça crée une solidarité entre l'équipage. Et les astronautes ont tous dit que ces missions Nemo, non seulement ils étaient contents de contribuer à la préparation du futur de l'exploration humaine, mais aussi c'était extrêmement bénéfique pour eux, comme une simulation de préparation des conditions de travail à bord de la Station spatiale internationale. Voilà, on est presque dans un état d'esprit identique à celui qu'il faut avoir dans l'ISS. Alors, comment mieux préparer le futur des astronautes et des futures missions? Restez avec nous. Envie de me désapporter, de prendre une autre direction. Mes rêves sont trop fatigués, je veux changer de dimension. Une larme de whisky
Exotica, désorbité, en direct sur France Culture, car on commence notre premier épisode de notre feuilleton sur les nouvelles explorations. Aujourd'hui, comment explorer physiquement le cosmos. On en parle avec nos deux invités du jour, Guillemette Gauquelin-Corre, responsable des sciences de la vie et de la médecine spatiale au CNES, et Hervé Stevenin, ingénieur aérospatial et instructeur d'astronautes au Centre européen des astronautes de l'ESA, pour les sorties extravéhiculaires et les vols paraboliques. On vient de voir comment on s'entraîne pour explorer Mars depuis des bases sous-marines dans des conditions aquatiques. Guillemette Gauquelin-Corre, vous aussi, vous travaillez à reproduire sur Terre les conditions de l'espace, notamment avec l'étude Brace en 2024, 12 volontaires que vous avez mis en conditions, on va dire, assez difficiles pendant 60 jours. Oui, en fait, effectivement, on est obligé de faire des expériences de simulation au sol, puisqu'on n'a pas beaucoup d'astronautes, comme vous le savez. Donc, en fait, on fait des expériences de simulation au sol de différentes natures, donc à la clinique spatiale, donc à Toulouse, et où on fait des expériences d'alitement prolongé. Et on a fait des expériences de quelques heures d'alitement prolongé au début pour voir les effets immédiats de l'apesanteur et jusqu'à 3 mois d'alitement complet. C'est-à-dire que les sujets sont en alitement pendant 2 à 3 mois, à la tête vers le bas, c'est-à-dire les pieds du lit remontés de 17 cm, de façon à reproduire exactement la même redistribution sanguine que l'on a dans l'apesanteur. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait 1 litre de sang qui partait de la partie inférieure du corps vers la partie supérieure du corps, et c'est exactement ce qui se passe pendant les alitements prolongés. Donc pendant ces alitements prolongés, on en profite pour tester nos fameuses contre-mesures. Donc un groupe est un groupe contrôle, c'est-à-dire qu'il n'a absolument rien pour voir sans contre-mesure comment l'organisme se comporte, et un groupe a des contre-mesures. Et pour Brest, il y avait soit de l'exercice physique et de l'hypergravité, c'est-à-dire qu'ils avaient droit à un petit tour de centrifugeuse pendant une demi-heure par jour pour redire, en fait, ça redisait au corps, ça y est, je reviens en 1G. Donc le corps était à nouveau remis en 1G. Et on voyait si effectivement ça portait ses fruits ou pas par rapport au 0G auquel le corps est soumis pendant 2 mois. Avec interdiction absolue de se verticaliser. Ça, c'est ce type d'expérience qui vous permet justement de mieux comprendre la physiologie humaine dans ces conditions. Tout à fait. Donc ça permet de comprendre la physiologie humaine dans ces conditions. Ça permet de comprendre la physiologie quand les gens sont inactifs. Ça permet de comprendre la physiologie quand les gens vieillissent. Et effectivement, les gens ne peuvent absolument pas se lever du tout pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'ils restent à moins 6 degrés pendant 2 mois pour tous les exercices, les examens médicaux, pour les exercices physiques, pour l'hypergravité, etc. On peut imaginer assez facilement combien ça peut avoir un impact aussi pour les personnes qui sont réellement alitées sur Terre sans avoir à participer à des expériences scientifiques. Tout à fait. Donc effectivement, quelquefois comme sujet, on a des gens qui ont par exemple une salle de sport et qui aimeraient savoir comment un grand sportif qui est alité pendant 1 mois, pendant 2 mois, qui a un plâtre, etc., comment l'organisme se comporte. Oui, ce qu'on appelle aussi l'immersion sèche, ça c'est quelque chose qui a été développé par les Russes et que vous avez importé en France en 2013. C'est aussi une technique qui est utilisée pour bien simuler les effets de l'impesanteur sur l'organisme. Oui, en fait, c'est une technique qui est utilisée par les Russes depuis très longtemps. Et au départ, c'était de l'immersion pas sèche, c'est-à-dire qu'ils étaient carrément dans une baignoire à macérer pendant des jours et des jours. Et après, on a fait l'immersion sèche pour éviter cette macération. Et j'ai apporté cette technique en 2013 à la clinique spatiale parce que c'est une technique qui simule beaucoup plus rapidement en fait les effets de l'apesanteur. Parce qu'en fait, les gens n'ont aucune proprioception, c'est-à-dire qu'ils sont appuyés sur rien, puisqu'ils sont dans une baignoire, dans de l'eau, mais l'eau et le corps est séparé par une feuille, donc ils ne sont pas mouillés, mais en fait, ils flottent exactement comme en apesanteur. Donc en fait, c'est une technique qui est très très bien pour simuler les effets précoces de l'apesanteur, on va dire. Alors comme ça ressemble à de la torture. Comment ? Comme ça ressemble à de la torture. Non, ils sont très contents de le faire. Ils sont entourés de toute une équipe scientifique. Il y a à peu près une vingtaine d'équipes scientifiques qui travaillent avec eux. Tout se passe très très bien. Et c'est donc avec ces cobayes-là, ces participants-là, qui ne sont donc pas des astronautes qui vous permettent ces études. Quels sont justement les résultats que vous avez obtenus grâce à ces expériences ? On a obtenu justement des résultats en fonction de la durée de l'alitement prolongé ou de la durée de l'immersion sèche, comment les modifications arrivent petit à petit au niveau du corps et comment au bout de 2 mois, le corps s'est habitué avec les moyens prophylactiques ou non habitué, si son contrôle, à cette apesanteur. On continue avec le reportage du jour. On se glisse dans le corps, dans la peau d'un astronaute.
Parmi les grands programmes spatiaux à l'horizon, on a donc Artemis de la NASA qui ambitionne d'emmener des humains de façon permanente sur la Lune pour préparer les missions vers Mars à long terme. Et on continue d'en parler avec vous, Céline Lausanne, bonjour. Bonjour Natacha. Et vous êtes allée à la Cité des Sciences de la Villette. On peut y découvrir la réplique du module habitable de la future station spatiale, le Lunar Gateway, de cette mission. Et oui, l'exposition Mission spatiale qui jusqu'au 31 décembre nous amène à découvrir l'envers des missions. Son commissaire Mark Reed nous amène dans la partie transitée qui propose de se glisser justement dans la peau d'un astronaute le temps d'une visite. Sous un ciel étoilé et une lune de 7 mètres de diamètre, nous explorons le module d'habitation HiLab pour se projeter dans le quotidien à bord de jour comme de nuit, repas, expériences scientifiques, tests technologiques, mais aussi maintenance et sécurité, le tout confiné dans seulement 10 mètres cubes où peuvent cohabiter jusqu'à 4 astronautes. Ici, on a l'entrée de l'exposition avec devant nous une énorme lune, image de lune, 7 mètres de diamètre en fait. Et juste avant, il y a un module d'une future station spatiale qui s'appelle le Lunar Gateway avec un module qui s'appelle le IHAB, International Habitation Module. La dimension de cette image de la Lune n'est pas anodine, elle est reproduite pour être absolument réaliste par rapport justement à ce module qui est à l'échelle 1, donc c'est tout à fait extraordinaire de se retrouver devant ce module du Gateway. Oui, exactement. Donc la Lune, distance depuis la Lune et la Terre, c'est d'habitude 400 000 km environ, ça bouge un peu. Et ici, en fait, avec le module, en fait, c'est comme si on était à 40 000 km de la Lune. Donc c'est la taille. C'est la Lune comme on le voyerait si on était à 40 000 km de sa surface. Très très proche, là on dirait qu'elle va s'écraser sur nous, on peut s'approcher. Il ne faut pas passer trop en dessous parce que là c'est un vrai risque. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette composante de l'exposition, c'est qu'on peut se mettre dans la peau d'un astronaute et comprendre un peu le travail de recherche, le travail au niveau technologique, scientifique. Exactement, donc nous on se disait au début de conception de cette expo qu'on arrive peut-être dans un nouvel âge de l'exploration humaine de l'espace. Donc ça nous paraissait essentiel d'en parler en fait dans l'exposition, de reparler de l'astronaute, c'est quoi le rôle de l'astronaute, c'est quoi les tâches de l'astronaute et c'est quoi l'avenir en fait de l'astronaute pour les prochaines années, décennies à venir. Oui, parce qu'on sait que l'ISS va arriver à sa fin de période d'exploitation et l'avenir, c'est la Lune avec le projet Artemis, potentiellement Mars après, et ce module-là permettra de s'approcher, de se mettre en orbite. Exactement, donc le module qu'on a devant nous, en fait, c'est le module à échelle 1. C'est un module d'une future station orbitale qui s'appellera le Lunar Gateway, qui sera mise en orbite autour de la Lune. Pas comme l'ISS qui est en orbite autour de la Terre, à 400 km à peu près, mais celui-là, en fait, c'est destiné d'être mis en orbite autour de la Lune et son rôle, ce sera d'accueillir les astronautes qui arrivent depuis la Terre avant qu'ils se descendent, en fait, au surface de la Lune pour poursuivre l'exploration humaine de surface lunaire. Donc ils arrivent grâce à Orion, le vaisseau Orion. Donc on a une réplique aussi, pas très loin. Ah oui, là-bas. Elle était cachée derrière le module. Exactement. Bon, évidemment pas à l'échelle 1. Non. C'est compliqué. À l'échelle 1,10. Et pour le segment Gateway Lune, là c'est un autre engin spatial. Oui, normalement il y a un lunisseur en fait qui devait être développé. En fait, c'est ça le vaisseau qui va les transporter sur la surface. On peut rentrer. Mm-hmm. Quelles sont les dimensions de ce module? Donc il fait environ 5 mètres de long par un peu 3 mètres de diamètre et je pense que l'espace habitable à l'intérieur c'est à peu près 10 mètres cubes. Donc c'est assez serré à l'intérieur comme vous allez voir. Alors, il faut s'imaginer un grand cylindre, hein, donc avec plusieurs sections. Et donc ce qu'on a fait, on a coupé le module de façon transversale pour pouvoir justement bien habiller l'intérieur du module pour qu'on voit vraiment à quoi peut ressembler ce module une fois qu'il est dans l'espace et prêt à accueillir les astronautes. Donc ce qu'on voit ici à notre droite, c'est la partie couchette, on va dire. Donc ces petites, comment vous direz,
habitacles. Des petits habitacles, en fait, ici, sont faits pour accueillir un astronaute chaque. Donc, il y en a 4. Et un petit porte qui se ferme pour qu'il y ait un petit peu d'intimité en fait, lors du voyage. Et alors, si on se tourne de l'autre côté, Si on regarde de l'autre côté, on est plutôt dans l'espace, on va dire l'espace de vie. Et donc ici, on a un lieu de stockage des sacs, donc tout ce qui est nos fournitures, donc la fourniture dont on a besoin pour la mission. On a une petite cuisinette, donc là on peut préparer des repas, évidemment déshydratés, lyophilisés exactement, pour que ça soit plus léger à transporter. Il y a même une petite machine à café. Ah oui, j'aurais pas reconnu. Qu'on avait un peu inventé pour l'expo, mais ils ont testé un machine un peu pareil dans l'ISS, je crois. Il faut demander à Sophie Adenau qu'est-ce qu'elle en pense. Sinon, on a aussi les boîtes scientifiques, en fait, dans lesquelles en fait, on peut héberger les expériences scientifiques qui vont être menées par les astronautes pendant le séjour dans la station. Mais la grande partie en fait, de matériel et de machines que vous voyez autour, en fait, c'est des systèmes de support de vie. C'est tout ce qui permet de maintenir un bon atmosphère, des bonnes conditions de vie à l'intérieur du module. Bonne pression, bonne composition d'air, bonne température, etc. C'est dans ce compartiment-là qu'on fera aussi des expériences à caractère scientifique sur les rayonnements, sur la mise au point de nouvelles technologies qui seront potentiellement testées à la surface lunaire. Oui, ils vont pouvoir transporter un certain nombre d'expériences. C'est ici ils vont pouvoir par exemple faire des expériences dans les conditions d'épicentre. Ça continuera parce que sur la surface de la Lune, évidemment, on n'est pas en épicentre. En fait, on a une faible force gravitationnelle, mais quand même, il y a quelque chose. Donc, ça permet de continuer un petit peu le type d'expérience qu'on a déjà fait dans l'ISS depuis 25 ans. Cette mission Artemis et tous ces projets sont le fruit d'une collaboration internationale, à la fois pilotée par la NASA, mais aussi l'ESA et d'autres partenaires asiatiques et du monde entier. Oui, absolument. C'est l'agence japonaise aussi, JAXA. L'agence spatiale canadienne, en fait, qui vont fournir un bras robotique comme ils ont fourni pour l'ISS déjà. Comme beaucoup de l'exploration spatiale de ces jours-ci, en fait, la collaboration est de plus en plus importante et il y a peu de choses qui se font sans avoir ces collaborations internationales. Merci Céline Lausanne, nos reportages loin du studio pour se frotter à la science. C'est notre collection La Science au Labo qui est à retrouver sur votre appli préférée, l'appli Radio France bien sûr. Hervé Stéverin, comment une réaction à l'écoute de ce reportage? C'est quelque chose qui est particulièrement enthousiasmant pour nous, hein, puisque c'est la suite, l'étape suivante de l'exploration spatiale. C'est à mi-chemin, la station Gateway, à mi-chemin entre ce qu'on fait dans l'ISS et ce qu'on fera à la surface lunaire. Pour la première fois, pour cette station qui est développée en coopération internationale, l'Agence spatiale européenne fournit quasiment la moitié des éléments. Donc on a le fameux module Lunar Rayab, là, qui était sujet du reportage précédent, qui fournira un espace vie aux astronautes. On fournit aussi à l'ESA le module Lunar View, qui fournit du carburant, du stockage, mais aussi les seules fenêtres de la station spatiale qui permettront d'avoir une vue directe sur la Lune. Et puis, il y a aussi la composante Lunar Link, qui est un élément de communication, des équipements de communication qui seront attachés sur un des modules américains et qui permettront d'établir un lien de communication entre des satellites en orbite, les ressources au sol, les rovers, les astronautes qui sont sur place. Voilà, tout ça s'est fait en collaboration internationale avec la NASA. Ça a été mentionné aussi le Canada, et puis on a les Japonais qui fournissent le système support vie et l'Agence spatiale des Émirats unis qui fournit un sas de sortie pour des sorties extraculaires. Et cette station, elle va avoir la particularité d'évoluer autour de la Lune, mais sur une orbite qui n'est pas à altitude constante. Donc au plus près de la Lune, la station passera à 7000 km. Donc ce sera la position idéale pour
des astronautes qui seraient à bord pour les envoyer à la surface lunaire. Et au plus loin de son orbite, elle sera à 70 000 kilomètres. Donc, ça permettra, lorsqu'il y aura du ravitaillement, de nouveaux astronautes qui arriveront, de venir plus facilement sur cette station. Il faut voir que la distance est quand même, par rapport à ce qu'on fait pour la Station spatiale internationale, les astronautes seront à 1000 fois la distance actuelle. Donc, on est dans des conditions différentes. Guillemette Gauquelin-Corre, justement, sur ces conditions de vie, si on se projette à bord du Lunar Gateway, en réaction à l'écoute de ce reportage. Oui, justement, ça nous ouvre de nouveaux sujets de recherche très intéressants, puisqu'en fait, les conditions vont être totalement différentes entre l'ISS et puis la Lune. Déjà, la distance par rapport à la Terre, qui est quand même beaucoup plus importante. Donc, on a une impossibilité d'un support médical en temps réel, alors qu'actuellement, on discute régulièrement avec les astronautes lors des mesures pour les expériences scientifiques. Là, on aura à peu près quelques secondes d'écart entre la question que les astronautes nous poseront et la réponse auquel on pourra répondre. Donc il faut être complètement une autonomie complète au point de vue médical et au point de vue diagnostique. C'est un environnement quand même beaucoup plus hostile que celui de l'ISS. Donc il va falloir maintenir la santé mentale, les performances, etc. des astronautes. Ils vont avoir une difficulté d'évacuation de médical d'urgence. Donc actuellement, on travaille énormément sur un certain nombre de programmes sur tout ce qui est urgence médicale, sur tout ce qui est massage cardiaque, trachéotomie, etc. en cas d'urgence. Il y aura quand même beaucoup plus de radiation, donc il faut également trouver des parades pour limiter les problèmes physiologiques des radiations. Et on estime que l'isolement sera quand même beaucoup plus important. Donc, ils auront beaucoup plus de troubles du sommeil, des troubles alimentaires, comportementaux, etc. Et il y a surtout toute la partie support vie qu'il va falloir résoudre et qui est quand même une partie très, très importante. Support vie, c'est toutes les recherches qui concernent tous les aspects pour que un homme, une femme puisse survivre là-haut, c'est ça? Voilà, c'est tous les dispositifs en fait destinés à accompagner l'être humain dans sa vie au point de vue physiologique, psychologique, sanitaire, etc. Donc c'est tous les besoins, fourniture d'eau, de nourriture, d'oxygène, d'énergie, la psycho pour tout ce qui est confiné, les présents de radiation, la gravité qui sera une gravité réduite, parce qu'ils n'ont pas la même gravité dans le gateway que quand ils arriveront sur la Lune. Donc on va se passer le passage du 0G à un tiers ou un sixième de G en fonction de c'est Mars ou la Lune, etc. Donc c'est tous des problèmes qui sont encore pas complètement résolus. Oui, c'est-à-dire que comme vous dites, faut mettre aussi au point donc, des systèmes médicaux très performants pour la survie des astronautes en cas de problème. Là, pour rentrer un peu plus dans le détail, quels sont justement ces systèmes autonomes sur En lesquels fait, vous il faut travaillez? une autonomie parfaite, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des capteurs qui soient petits, parce qu'on paye au prix du kilo, très performants, et auxquels les astronautes puissent regarder les résultats, voir si effectivement les résultats sont bons ou pas. Donc c'est toute une autonomie qui est quand même très très difficile à mettre en place, on va dire. Hervé Stévenin, là on parle de ces futures missions spatiales, mais à l'avenir, quel est le programme par exemple pour Sophie Adno? On attend son vol à venir, ça va nous permettre quoi? De faire de nouvelles expériences, de permettre au CNES de monter de nouveaux appareils? Alors oui, pas uniquement pour le CNES, hein, aussi pour l'Agence spatiale Oui. européenne, pour la communauté européenne. Le vol de Sophie Adno s'inscrit dans la prolongation de tous les vols qu'on fait avec nos astronautes européens, comme Thomas Pesquet en a déjà fait 2. On a recruté 5 astronautes il y a quasiment 2 ans. Le plan, c'est de les faire voler tous les 5. Donc on a déjà le vol de Sophie Adno qui est le premier l'an prochain. Raphaël Liégeois, aussi l'astronaute de nationalité belge de l'ESA, est en préparation pour un vol suivant. Pour les autres, c'est encore en discussion avec la NASA sur la meilleure façon de s'organiser. L'objectif pour Sophie, c'est de faire des expériences scientifiques, comme l'a mentionné Guillemette auparavant, parce que c'est ce pourquoi on envoie des astronautes dans l'espace et elle va travailler dans la Station spatiale internationale. Donc pour l'instant, elle n'est pas orientée vers le programme lunaire. Ce qui serait par contre plutôt le cas de Thomas Pesquet, qui a déjà fait 2 vols à la porte de la station, 6 sorties circulaires, et qui lui serait tout à fait a toutes les compétences pour aller sur la future station Gateway ou sur la surface lunaire. Et vous, Guillemette Gauquelin-Corre, sur quel problème métabolique travaillez-vous en ce moment? Justement, les mesures, les contre-mesures sur lesquelles vous planchez actuellement? Pour les problèmes métaboliques, Exactement. alors on travaille essentiellement sur tout ce qui est cocktail alimentaire,
donc un certain nombre de molécules qui pourraient être favorables pour les astronautes, et également sur l'alimentation, parce que vous savez que l'alimentation est une part très très importante dans la vie active des gens. Donc en fait, on essaie de voir si on pourrait trouver des aliments qui seraient meilleurs, on va dire, que ce qu'on peut trouver sur Terre. Et on projette, comment on planche sur Mars, par exemple? Vous nous avez dit, hein, les astronautes vont passer des mois dans le vide, avec des contacts difficiles avec la Terre, avec leurs proches, pas de contact visuel avec la Lune. Comment on contrecarre, quelles sont les contre-mesures qui sont abordées pour ça? Alors les contre-mesures, il faut d'abord des contre-mesures contre les radiations. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est quand même elles qui vont être... En fait, moi, je pense que le problème de Mars, ça va être essentiellement les radiations, ça va être les problèmes d'os, puisqu'on n'a quand même pas encore résolu le problème de l'ostéoporose, et ça va être le problème de la psycho. Donc, en fait, pour résoudre les problèmes des radiations, donc on essaie de trouver des médicaments, et genre statines, etc., qui ont l'air de donner des résultats satisfaisants. Pour l'ostéoporose, on essaie de trouver des mesures plus prophylactiques, plus exercices musculaires qui contrecarreraient vraiment les problèmes d'os. Et pour la psycho, on fait beaucoup d'expériences en confinement, et notamment à la station Concordia, qui est une station française et italienne, dans lesquelles les gens partent pour 1 an, complètement isolés. Alors eux, ils peuvent vraiment pas rentrer parce que le bateau le bateau qui les ramène est complètement dans les glaces. Et donc, on fait des expériences d'1 an dans cette station-là pour tout ce qui est la partie psycho. Là, on comprend bien, pour conclure, hein, que tout ce champ de recherche, il est utile. Ce sont des enjeux de santé publique pour nous autres terriens. Ce sont des objets de santé publique, effectivement, parce que, comme je vous ai dit au début de l'émission, c'est essentiellement similaire au problème des personnes sédentaires et des personnes âgées. Et en fait, on se rend compte que ce sont des pathologies tout à fait courantes, hein, les syndromes métaboliques, l'ostéoporose, la myotrophie, la dysautonomie, etc. Donc, en fait, c'est des méthodes d'étude de pathologie induites par la sédentarité, le vieillissement, les radiations, le confinement qu'on rencontre tous les jours dans notre société terrienne. Et en plus, le fait de monter des appareils dans la station sont des appareils très performants que l'on peut piloter à distance et qui permettent d'être mis après dans les hôpitaux. Eh bien, merci, merci à vous deux. On ne perd pas nos bonnes habitudes. On retrouve dans une poignée de secondes la chronique d'Alexandra Delbo. Mais merci Hervé Stévenin, merci Guillemette Gauquelin-Corre.